Voilà, bienvenue à tous. Nous sommes donc sur la plateforme du Club Ozine Afrique Diaspora. Aujourd'hui, on reçoit Michael Reynaud, qui est dirigeant fondateur de Sondop. Tout à l'heure, il va nous en dire plus. Le thème d'aujourd'hui, c'est combiner au mieux l'analyse humaine et les apports de l'intelligence artificielle dans une démarche de veille. Bonsoir, Michael. Bonsoir Alain, merci de ton invitation. C'est moi qui te remercie. J'espère que tu vas bien, que voilà, tout se passe bien. C'est vrai qu'on est dans une situation assez Parfaitement. difficile. C'est toujours pas évident en période de crise. Bon, on espère que les activités se passent bien aussi de ton côté. Alors, je vais te laisser te présenter à toutes les personnes qui vont nous suivre ce soir, présenter aussi l'entreprise, ton parcours, d'où est venue l'idée de Stand Up. Très bien. Donc, moi, j'ai commencé mon aventure entrepreneuriale il y a maintenant 16 ans, après une formation en informatique industrielle. Et la genèse de Sindup, c'est une première expérience professionnelle dans le monde des salles de marché en temps réel. Donc, on traitait à l'époque avec un ensemble de serveurs, les flux financiers qui venaient d'une quinzaine de places de marché pour analyser tout ça en temps réel et renvoyer de l'information qualifiée aux traders et aux brokers. Donc, on est ni plus ni moins dans un environnement de veille. Ce qui change avec ce que l'on a fait ensuite avec Sindup, c'est qu'il s'agissait de traiter de la donnée purement financière. Et donc, ça m'a donné l'envie d'approfondir dans le traitement non pas seulement de données structurées, mais aussi de données déstructurées, c'est-à-dire du texte, pour faire en sorte que le web soit une source d'information à part entière qui puisse être maîtrisable aussi bien que le faisait déjà le monde financier il y a de longues années. Donc ça, c'est le point de départ. Et D'accord. puis ensuite, il y a eu la création de Sindup avec plusieurs activités dans la digitalisation et 5 années de recherche et développement pour le lancement de la première version bêta qui a connu un franc succès parce qu'on a eu en 3 mois 9000 bêta-testeurs. Donc, ça nous a nourri d'énormément de retours et ça nous a permis de mieux comprendre ce que pouvait attendre le marché. Et donc, depuis maintenant un peu plus de 10 ans, on déploie, on accompagne les organisations privées et publiques sur la démarche de veille sous l'angle technologique et puis sous l'angle également de la stratégie et de l'animation. Alors, c'est quoi aujourd'hui le contexte actuel de la veille et de tout ce qui est apport de données pour l'accroissement, le développement des entreprises? Parce qu'on sait qu'on est dans une situation exceptionnelle aujourd'hui. C'est quoi aujourd'hui le contexte réel qui se présente à vous? Alors, sorti de l'année 2020, nous, notre constat, notre bilan, il est que les organisations, qu'elles soient privées ou publiques, ont toutes remis à plat leur stratégie. Elles sont à la fois en train de se réinventer, de redéfinir leurs priorités et leur mode de développement, et puis en même temps, elles sont en train de se transformer de l'intérieur, les deux étant intimement liés. Donc, on a des consultations, des sollicitations qui sont le fruit de cette année de remise à plat avec des demandes très claires d'aide à la prise de décision, de faciliter le partage de l'information, le collaboratif. Donc, on est au carrefour entre améliorer le, la gestion, le pilotage, la prise de décision d'un côté, et puis d'un autre, la digitalisation des outils de travail et de collaboration. C'est quoi les offres aujourd'hui de SINDOP? Qu'est-ce que vous apportez comme offre concrètement aux entreprises? Et pour aller un peu plus loin, vous touchez quoi? Toutes les entreprises, les grandes, les petites, les TPE, les PME? Parce que souvent, on s'est rendu compte que on a beaucoup de petites entreprises qui se disent, oh, pour nous, la veille stratégique ou l'intelligence économique ou même l'intelligence artificielle, c'est que pour les grandes entreprises. Est-ce que vous êtes dans cette démarche-là ou c'est le Alors, contraire? dès la création de Sindup, on était très ouvert en termes de modèle de prix très transparent avec des offres packagées pour pouvoir s'adapter en fonction de la taille du projet et donc indirectement de la taille de l'entreprise. Donc, on est accessible aussi bien pour des indépendants et des petites entreprises que pour des grands groupes internationaux. Ce qui va changer, c'est le dimensionnement en termes d'outils, mais aussi le mode d'accompagnement. Quand on va accompagner une transformation d'un groupe à l'international, évidemment, on va être beaucoup plus sur des plans de formation, sur le terrain, sur du contenu
pédagogique, sur le marketing de l'offre en interne, puisqu'il y a une logique de client-fournisseur interne qu'il faut instaurer au sein de l'organisation. Alors que pour une plus petite entreprise, finalement, les utilisateurs sont parfois directement les décideurs eux-mêmes. Donc, on n'est pas dans les mêmes échelles de projet et on a une grille tarifaire qui s'adapte en fonction de ce dimensionnement et puis une relation client qui également est adaptée. Donc toute taille, tout secteur, ouais. On sait aussi qu'on a énormément de plateformes qui, on va pas employer ce thème qui dit qu'ils poussent peut-être comme des champions. C'est quoi aujourd'hui la particularité? Qu'est-ce que SendUp apporte comme vraie valeur ajoutée aujourd'hui? Les retours que l'on a de la part de nos clients sont souvent focalisés autour de la facilité de prise en main de la plateforme, parce qu'elle a été pensée pour pouvoir être, je le disais, accessible à toute taille d'entreprise. Donc, ça veut dire que il n'y a pas forcément des experts de la veille dans les PME. Et d'ailleurs, c'est de plus en plus vrai aussi dans les grands groupes, puisqu'on s'aperçoit que les responsables de veille sont de plus en plus focalisés sur l'animation en interne du réseau de veille, plus que sur des métiers exclusivement en back-office, sur de l'analyse de l'information. Les gens vont de plus en plus à la rencontre des directions métiers et des décideurs pour faire le pont entre la stratégie de veille d'un côté et puis les projets très concrets qui doivent être desservis d'un autre. Donc, facilité de prise en main, c'est un point important, l'ergonomie. L'accompagnement et la réactivité, ça c'est aussi le deuxième point qui sort dans nos benchmarks. On a un service client qui a une méthodologie d'accompagnement et aussi des outils qui nous permettent d'être très réactifs au quotidien par email, par téléphone, en partage d'écran, par chat. Donc on est dans une relation client multicanal et on fait en sorte que toutes les demandes soient traitées rapidement, sous 1 à 2 heures, et que on s'assure que les réponses soient personnalisées pour éviter la frustration que peuvent avoir parfois les utilisateurs d'outils quand ils ont des réponses un peu trop génériques. Donc, on va vraiment s'intéresser à la résolution du problème individuellement. Et puis, on a aussi un positionnement en termes de proposition de valeur qui est extrêmement ouvert. Donc, on a tous les connecteurs avec un ensemble d'outils du marché. On a une interface pour également que d'autres outils viennent se brancher à SendUp. Et tout ça nous permet d'avoir une spécificité qui est de positionner la solution plus comme une sorte de centrifugeuse qui va être connectée à une multitude de sources de bases de données et d'un autre côté à tout l'environnement de travail au sein de l'entreprise pour presque s'effacer et faire en sorte que cette plateforme joue son rôle d'aiguiller la bonne information au bon moment à la bonne personne. Et donc, il s'agit de passer par les outils que tout à chacun on a l'habitude d'utiliser. Donc, le commercial va être sur son CRM, l'équipe innovation va être sur son Slack, etc. Donc, on s'adapte à chaque environnement de travail. D'accord. On sait qu'aujourd'hui, la crise, on le disait avant de commencer cette émission, hein, la crise du Covid a complètement changé les choses. On se rend compte qu'on a plus des livraisons à domicile, on a le travail, le télétravail et d'autres aspects très concrets. On parle aujourd'hui de transformation digitale. Votre regard, vous qui êtes on va dire totalement dans le digital, c'est quoi votre regard aujourd'hui au niveau de l'entreprise sur cette transformation digitale? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous avez des conseils à donner à des entreprises par rapport à l'évolution des choses aujourd'hui, par rapport à cette transformation-là? Oui, bien sûr. La transformation digitale, bon, ça fait déjà longtemps qu'elle est en cours, mais elle arrive à un point un peu culminant. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu déjà d'un certain nombre d'échecs, d'écueils, et le risque numéro 1 à éviter à tout prix, c'est de mettre les outils en place en espérant que tout le monde s'en empare, parce qu'en vrai, ça se passe pas comme ça. Donc, il faut bien préparer le projet en amont et combiner le déploiement des outils avec un plan de formation, d'accompagnement, d'animation, de communication en interne qui soit adapté. Il faut avoir aussi le bon rythme en fonction de la maturité au sein de l'organisation, en fonction de la culture dans l'entreprise. Donc, il faut trouver le bon rythme pour faire grandir le projet digital
au fur et à mesure qu'il y a une adhésion et surtout qu'il y a des success stories qui peuvent être partagés. Parce que si on veut tout faire en même temps, alors qu'en fait, les personnes ne sont pas encore bien sensibilisées aux objectifs et que finalement, ils ont presque la contrainte de devoir se mettre à un outil sans trop savoir pourquoi, à quel bénéfice ils vont en retirer, ça va créer l'effet inverse et l'outil va devenir quelque chose de négatif alors qu'il est censé rendre service, faciliter Apporter des le solutions. quotidien. Donc la D'accord. digitalisation, c'est beaucoup d'humains avant même d'être des outils et donc la formation et l'accompagnement, c'est la clé du succès. Et encore une fois, toutes les organisations en la matière ne sont pas au même niveau de maturité. Donc chaque cas est particulier et il faut prendre tous ces facteurs en compte pour que ensuite les outils puissent jouer leur rôle, c'est-à-dire nous libérer un maximum de temps pour se consacrer à l'analyse, à la prise de décision, à la collaboration. Les outils sont surtout pas là pour faire à la place des équipes. Elles sont là pour faire gagner du temps aux équipes, gagner en productivité. Et si on fait le lien avec notre thématique qui est la veille, tout le monde est submergé d'une multitude de sources d'informations en multicanal, puisqu'on reçoit de l'information par email, par les réseaux sociaux, par les outils en interne, les intranets. Et donc, les outils de veille tels que SynUp sont là pour faire en sorte de ne pas se laisser submerger et créer un filtre entre l'utilisateur et puis tout cet environnement informationnel. Et donc, l'utilisateur va pouvoir dire à l'outil, lui apprendre quelles sont les informations dont il a besoin. Donc, ça permet de reprendre le contrôle. Tu dis ce que tu dis concrètement, c'est qu'au-delà de toute cette technologie-là, l'humain est au cœur de ce dispositif, c'est ça? Oui, très clairement. C'est extrêmement bien formulé. C'est mettre l'humain au cœur. Donc, c'est valable pour tous les projets digitaux et encore plus pour la veille qui, en soi, n'a aucune autre finalité que d'aider à la prise de décision. Et la prise de décision, elle est forcément humaine. Il s'agit de savoir où on veut aller. La veille est un outil pour y aller, pour s'y rendre, par le biais de la capacité à capter des informations utiles et au bon moment et de s'en saisir pour prendre contact avec une personne ou une société qui vient d'être détectée et avec laquelle on peut avoir soit du business à faire ou du partenariat. Ça peut être également pour aider à avoir une meilleure compréhension de la direction que prend son marché de sorte à mieux se positionner en termes de stratégie d'innovation, en termes de positionnement vis-à-vis de la concurrence. Donc, c'est toujours au final le facteur humain qui va prendre le dessus. Mais qu'est-ce que toi, tu penses aujourd'hui de ces entreprises, de ces organisations qui n'ont pas encore compris l'importance de la veille? Pourtant, en réalité, on fait tous de la veille parce que le matin, on regarde la télé, on regarde les journaux, on voit les sources d'informations passer et on voit de façon concrète l'importance de la veille, l'importance d'avoir une bonne information, que cette information nous permette de prendre des décisions adaptées. C'est vrai que la crise du Covid, personne ne voyait venir. On a des retombées qui sont énormes. On se dit souvent si les entreprises avaient fait de la veille, peut-être qu'elles seraient un peu plus, je ne veux dire pas en difficulté, mais la crise, elle est là quand même. Quel conseil, ce soir, tu voulais donner concrètement aux entreprises qui ne se sont pas encore mis à faire de la veille, à rester dans cette démarche de veille collaborative ou de la veille tout court? Si on veut avoir une organisation, une entreprise qui est capable d'être réactive pour relever des défis, pour gérer l'inattendu, l'incertitude, ça veut dire qu'il faut s'y préparer. C'est comme tout, toute une question de préparation. Et comme on ne peut pas décréter qu'il n'y aura pas de mauvaises surprises,
eh bien, il faut se préparer au fait qu'il y aura nécessairement des problèmes à un moment donné qui arriveront, donc des crises à gérer, qu'elles soient brutales ou qu'elles soient sur des périodes prolongées. Et évidemment, avec l'accélération d'une manière générale du rythme auquel évoluent les choses, et puis la période de crise environnementale qui malheureusement ne fait que commencer, les incertitudes vont être de plus en plus prégnantes. Donc, pour se préparer à ça, comme je le disais à l'instant, il faut de la formation, il faut de la sensibilisation, de la montée en compétences, de façon à ce que les bonnes pratiques soient inculquées au sein des équipes en matière de gestion de l'information. Il y a énormément d'aspects dans la gestion de l'information qui sont faciles à acquérir lorsqu'on bénéficie des bonnes formations, mais qui ne s'improvisent pas forcément, qui ne sont pas évidentes si on n'a pas été sensibilisé en amont. Donc, de mettre en place des plans de formation en interne pour d'abord faire en sorte que toutes les parties prenantes, les opérationnels, les directions, le top management, que tout le monde soit bien au fait des bonnes pratiques en matière de gestion de l'information, permet déjà d'être beaucoup plus paré à un avenir incertain. Et puis après, les outils viennent évidemment renforcer, pérenniser tout ceci. Parce qu'une fois qu'on a les concepts clés à l'esprit et qu'on a créé les bons réflexes, il faut gagner en productivité. Et donc, les outils interviennent à ce moment-là pour faire gagner du temps, automatiser tout ce qui peut l'être. Mais il ne faut surtout pas attendre que la crise arrive pour créer les conditions nécessaires à la résilience. Et on a des très beaux exemples sur l'année 2020 parmi nos clients d'entreprises qui étaient déjà très en avance dans en fait, la veille était devenue une seconde nature au sein des équipes. Et donc, ils ont très rapidement été capables d'identifier à la fois des opportunités, parce qu'on le sait, toute crise est aussi une opportunité en termes d'innovation et de réponse à des nouveaux besoins qui sont créés. Et puis également à pouvoir nouer des nouveaux partenariats pour justement être capable d'avoir une nouvelle proposition de valeur en tenant compte des circonstances et des restrictions. Et j'ai cité récemment dans une table ronde l'exemple de Laval Virtual, qui est un de nos clients, qui est une organisation spécialisée dans la réalité virtuelle et augmentée. Et ils ont eu un début d'année 2020 catastrophique parce qu'ils font plus de la moitié de leur chiffre d'affaires sur de l'événementiel. Et au second semestre, parce que ils ont rapidement senti là où ils pouvaient avoir une nouvelle proposition de valeur parce qu'ils étaient en veille et que rapidement ils ont capté des signaux faibles, des signaux forts, ils ont identifié des opportunités, ils ont su trouver les partenariats technologiques très rapidement pour rendre réalisables leurs innovations. Et donc, ils se sont repositionnés au deuxième semestre. Ils ont rattrapé le retard du début d'année pour finalement être presque en croissance. Et ils ont même créé des nouvelles branches d'activité qu'ils vont conserver à l'avenir parce qu'ils ont notamment conçu toute une solution qui permet de créer des événements virtuels. Et donc, il y a énormément d'entreprises qui maintenant font appel à eux parce qu'ils ont démontré leur savoir-faire en termes d'organisation d'événements 100% virtuels. Et ça leur a permis de développer un chiffre d'affaires. Ils louent des espaces virtuels, ils co-organisent, ils conseillent. C'est un exemple d'entreprises qui sont suffisamment en veille active pour rebondir très rapidement. Donc, on voit totalement ici l'importance de la veille qui est la surveillance. Hein. Et cette surveillance a permis donc de capter des opportunités tout en minimisant
les menaces. Alors, moi, je voulais qu'on revienne un peu à tout ce qui est formation, parce que tu en as beaucoup parlé. On sait que le cœur aussi de la veille, c'est de la formation, même si je sais que beaucoup de veilleurs se disent, ben, nous, on a appris sur le tas, mais la veille, c'est pas de la débrouille. Je pense que c'est une organisation, c'est une démarche. Ce sont des outils, il faut les apprendre. Un mot sur la formation des veilleurs, un mot sur la formation de la veille, le contenu de formation que vous proposez. Alors, on a trois catégories dans notre catalogue de formation. On a tout un ensemble de formations pour les chargés de veille, où là, on s'adresse à un public expert qui va monter en compétence sur l'ensemble des outils de veille avec la capacité à pouvoir configurer un dispositif, une stratégie de collecte d'informations, en faisant en sorte de travailler aussi sur le choix des sources et l'optimisation des détecteurs, et puis de pouvoir personnaliser, créer différents livrables de veille, c'est-à-dire des alertes, des newsletters, des tableaux de bord, des applis mobiles et autres formats qui permettent ensuite de partager la veille en interne. Donc là, on est côté back-office, hein, côté organisation du dispositif de veille. Et puis ensuite, on a un deuxième volet dans le catalogue qui s'adresse aux directions métiers. Et cette fois-ci, on va moins parler des aspects techniques et opérationnels. On va plus parler de l'intelligence métier, donc d'intelligence juridique, d'intelligence commerciale, intelligence marketing, etc. C'est-à-dire qu'on contextualise, on va se mettre à la place de chacune des directions pour bien se focaliser sur leurs objectifs, sur leur terminologie, sur leurs outils de travail au quotidien, de façon à faire en sorte de mettre la veille à leur service et qu'ils soient acteurs, puisque leur rôle, c'est à la fois d'exprimer des besoins pour que les responsables de veille puissent leur amener de l'information pertinente et qualifiée, et puis c'est également de savoir bien exploiter les résultats de la veille pour les transformer en action et en décision. C'est là que la valeur va se créer. Donc ça, c'est le deuxième volet. Et puis le troisième et dernier, il s'adresse au top management, donc direction générale, COMEX, CODIR, où là, on va plutôt être sur à la fois du partage d'informations sur l'impact des nouvelles technologies, la transformation des métiers, et puis sur de la sensibilisation pour que, à leur niveau, qui est une vision très globale, ils puissent bien identifier la façon dont une démarche de veille, et en particulier une veille collaborative, peut leur être favorable, d'un côté pour rendre leurs équipes plus agiles et gagner en productivité, créer de l'intelligence collective et bénéficier à leur niveau de remontées d'informations très qualifiées sur l'anticipation des risques, la détection des opportunités, la prospective pour pouvoir mieux imaginer leur stratégie à long terme. Donc voilà, il y a trois niveaux sur lesquels on propose des formations qui sont assez... On doit avoir à peu près une trentaine de formations différentes. Et donc, on compose un programme, un plan de formation en fonction des publics que l'on adresse et puis de leur contexte, de leurs priorités. D'accord. On entend beaucoup parler de veille collaborative. On sait très bien qu'aujourd'hui, dans des structures, dans les directions de stratégie et de veille, on parle de veille collaborative. Je voulais que tu nous en parles un peu plus. Et puis, autre chose, c'est qu'aujourd'hui, je voulais savoir par rapport à l'outil, la veille qui est faite, on a des outils qui sont spécialisés sur les réseaux sociaux, qui font la veille sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres qui sont spécialisés dans tout ce qui est flux RSS. On a des outils qui sont spécialisés avec les recoupements des liens qui sont indexés et tout. Où est-ce que se positionne aujourd'hui l'outil? C'est quoi votre spécialité? Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux ou bien l'outil englobe tout type de veille? Et puis, c'est quoi, comme je disais tout à l'heure, la veille collaborative pour les personnes aussi qui voudraient en savoir davantage? D'accord. Sur la partie des sources, on travaille sur les réseaux sociaux, C'est 50 millions de sources. Hein, j'espère que le chiffre il est bon.
Oui, oui, tout à fait. En réalité, il est un peu plus important que ça, mais après, on ne met pas forcément à jour ce compteur parce que ça devient une course aux chiffres et c'est pas forcément l'idée. Mais il y a donc tout le web ouvert, les réseaux sociaux, tout ce qui est base de données clientes et les remontées terrain également qui sont très importantes. Ça participe à la démarche collaborative et surtout ça permet d'aller chercher ce qu'on appelle l'information grise, c'est-à-dire celle qui n'est pas en libre accès, mais qui pour autant peut avoir énormément de valeur dans la stratégie, la détection d'opportunités. Et donc on a mis en place plusieurs modalités, en tout cas différents points d'entrée pour faciliter la remontée d'informations terrain, de sorte que ce soit hyper fluide au quotidien, y compris pour un consultant ou un commercial qui est en déplacement. Donc, il peut très facilement remonter de l'information via l'application mobile, via une extension sur le navigateur Internet ou encore avec les tableaux de bord ou même via une adresse email qui remonte systématiquement l'information vers la plateforme. Et donc, toutes ces sources d'informations, elles sont agrégées pour faire en sorte de les centraliser et que tout le dispositif de veille automatisé qui, 24 heures sur 24, analyse toutes ces informations pour les trier, les organiser et les filtrer, puisse opérer sur toutes les sources d'informations. Donc, pour répondre à ta question vis-à-vis de notre positionnement sur le marché, on a effectivement certaines solutions qui sont uniquement dédiées aux réseaux sociaux, qui sont plus dans une logique de community management, de relations clients 2.0, en quelque sorte. Nous, on se positionne plus sur la stratégie, sur les métiers au quotidien dans l'entreprise, donc ce qu'on appelle competitive ou market intelligence, veille stratégique, intelligence économique. Ça, c'est plus notre univers et donc on est dans une approche très 360 degrés vis-à-vis des sources d'information. D'accord. Mais concrètement, hein, on sait que l'animation de la cellule de veille ou l'animation de la veille collaborative, elle se fait par des personnes. C'est qui sont aujourd'hui ou qui est-ce qu'on doit mettre dans cet univers-là, les acteurs? Quels sont aujourd'hui les leviers, parce qu'on sait qu'il y a des leviers qui sont importants pour animer la cellule de veille. Souvent, on parle de discrétion, on parle de réactivité, de mise à jour de l'information, de traitement de l'information, de la collecte, de l'analyse avant de. Là, tu parlais des prises de décision, tu parlais aussi du top management. Et puis, comment est-ce qu'on hiérarchise les tâches, en fait, dans cette animation ou dans cette démarche de veille collaborative? Alors, sur le profil d'abord des personnes qui sont en charge de la démarche de veille, il y a une évolution ces dernières années. Tout à l'heure, je caricaturais un petit peu entre les veilleurs qui sont derrière un écran et ceux qui sont plus sur le terrain à aller à la rencontre des directions métiers et de la direction générale. Ça veut dire que le profil et les compétences ont évolué également. Les veilleurs sont de plus en plus dans la communication interne, dans les enjeux stratégiques et business. Et ce qui est très positif parce que c'est nécessaire de faire le lien, le pont entre les outils et les techniques de veille et puis la réalité du business, puisque encore une fois, la veille, elle n'a d'intérêt que si elle est au service de la prise de décision et de la stratégie. Et donc, il faut que l'animateur du réseau de veille puisse avoir des compétences relationnelles, une facilité à passer également d'un sujet et d'un environnement à un autre, puisque quand il va parler à la direction marketing, les discussions vont être très différentes sur le fond de celles qu'il va avoir avec la direction IT, cybersécurité ou avec la direction commerciale. Donc il faut une curiosité naturelle et puis une facilité sociale et relationnelle. Ça, c'est important et ça fait partie aussi des programmes de formation que l'on propose à nos clients et utilisateurs, parce que ce sont ce qu'on appelle des soft skills et ça se développe, ça se travaille. Il y a des bonnes pratiques, des techniques, il y a des personnes chez qui c'est très naturel et puis d'autres
qui ont besoin de monter en compétences là-dessus. Et donc, ça, c'est pour répondre à ta première question sur le profil. Après, je ne sais plus quel était le deuxième volet de ta question. Effectivement, le profil du veilleur. Et puis l'autre, c'était les acteurs, en fait. C'est qui doit être les acteurs? Là, tu viens de répondre. Les leviers et comment est-ce qu'on hiérarchise les tâches par Alors, rapport à la sur les rôles, on a d'un côté ceux qui ont le rôle d'administrateur et animateur du réseau de veille. Ils vont avoir autour d'eux un premier cercle de chargés de veille et analystes qui vont utiliser pleinement tous les outils de veille, vont pouvoir aller assez loin dans l'utilisation des outils et vont surtout créer de la valeur ajoutée par rapport à ce que les algorithmes sont capables de faire pour synthétiser, mettre en perspective, mettre en forme un certain nombre de recommandations, etc. Et puis ensuite, on a un autre cercle plus élargi qui va aller chercher dans chacune des directions métiers des experts que l'on appelle chez nous des curateurs experts. Et donc, ces personnes-là n'ont pas dans leur fiche de poste la veille qui apparaît, ou en tout cas, c'est pas leur métier du quotidien, mais ils vont malgré tout être mis à contribution parce qu'ils ont certaines connaissances, certaines expertises irremplaçables sur des aspects techniques, sur des aspects juridiques ou autres. Et donc, ils vont participer dans les éclairages, de sorte que, par exemple, dans une newsletter, il puisse y avoir un édito qui sera rédigé par cet expert. Lui, ça va le valoriser en interne, ça va le mettre en avant pour que on puisse le l'identifier comme étant expert sur le sujet. Et puis, en même temps, il va donner encore plus de valeur à la newsletter qui sera d'autant plus appréciée par l'ensemble des personnes qui vont en prendre connaissance parce qu'elles auront les éclairages de leur expert interne sur cette information. D'accord. Et là, maintenant, je souhaite qu'on parle de sécurisation des données parce qu'on sait que c'est un sujet qui est très épineux. On a beaucoup de PME qui ont été piratées, qui sont exposées, même les grandes entreprises. Quels sont quand même les petits conseils que tu souhaites donner ce soir par rapport à la sécurisation des données? Avant de parler de conseils, déjà, notre positionnement sur la question, il est double. Il est à la fois technologique, donc on met en œuvre chez SynUp l'état de l'art en la matière pour sécuriser les serveurs et les données sur la couche logicielle. Donc, on met en œuvre toutes les bonnes pratiques et de formation et de sensibilisation également en interne au sein de nos équipes, parce que au-delà de nos équipes qui développent la plateforme, il y a aussi toutes les équipes en relation client qui ont des connaissances sur des informations qui sont confidentielles chez nos clients. Donc, il y a un vrai enjeu sur la formation et la sensibilisation. Et puis, au-delà de la solution SynUp, chez nos clients, on a prochainement, d'ailleurs, je crois que c'est la semaine prochaine, un webinaire dédié à la manière dont la veille peut être mise au service de la cybersécurité, parce que là aussi, on retrouve le facteur humain. On sait qu'en cybersécurité, il y a les aspects informatiques et puis il y a le risque humain qui est presque le risque le plus important. La faille est souvent humaine dans les cyberattaques. Et donc, quand il y a un dispositif de veille dans une entreprise qui va partager un bulletin d'information régulièrement sur des billets de blog, sur des articles ou sur des publications institutionnelles qui mettent en avant certains avertissements sur des nouvelles tendances en matière d'attaque, sur des bonnes pratiques, sur des outils utiles qui permettent de mieux se protéger. Tout ça, ça contribue en diffusant ces informations dans la communication en interne, d'acculturer, de sensibiliser en permanence l'ensemble des équipes à ces questions. Donc, il est intéressant
dans ses axes de veille, quand une entreprise paramètre sa veille, d'inviter son responsable cybersécurité ou s'il n'y en a pas, le responsable, peut-être le dirigeant de l'entreprise lui-même, en tout cas la personne la plus à même de pouvoir se soucier de ces questions, de définir quelles sont les informations qu'elle souhaite partager régulièrement au sein de son entreprise pour que toutes les équipes soient bien sensibilisées. En plus, on sait que ce sont des sujets qui évoluent en permanence. Hein. Les techniques de cyberattaque sont très créatives, ils innovent beaucoup. Et donc, il faut se tenir au courant pour faire en sorte que quand la nouvelle technique, par exemple, par email, régulièrement, il y a des nouvelles techniques pour donner envie à l'utilisateur de cliquer et donc finalement de se faire piéger. Si on a lu dans un bulletin d'information de veille l'apparition de cette nouvelle technique 48 heures plus tôt, on sera en tant qu'utilisateur un peu plus vigilant, on aura un œil plus averti. Donc, la cybersécurité, c'est aussi une dimension que la veille peut contribuer à renforcer. D'accord. Un mot sur la souveraineté des données, la souveraineté de l'information. Alors, sur ces questions, on a chez nous une politique d'hébergement sur des serveurs exclusivement en France, avec contractuellement des engagements en matière de propriété de toutes les informations qui appartiennent à nos clients, avec des clauses de réversibilité. Bien sûr, avec toutes les clauses RGPD, toutes les procédures RGPD qui vont bien. Donc ça, c'est pour le côté SynDup. Et d'une manière générale, c'est un sujet sur lequel on est également assez activement en veille. On a lancé l'année dernière un observatoire de l'industrie du numérique avec différents partenaires, dont Play France Digital, qui est un collectif, une association qui réunit un certain nombre d'éditeurs logiciels et de sociétés du numérique pour promouvoir toutes les évolutions réglementaires, juridiques qui sont nécessaires à faire progresser la question de la souveraineté de la donnée. Donc c'est un vaste sujet. On a sur la chaîne YouTube de SynDup une table ronde de restitution des travaux de l'observatoire qui est disponible pour ceux qui veulent rentrer plus dans le vif du sujet, parce qu'il s'est passé énormément de choses ces 12 derniers mois. Avec la crise sanitaire, on a vu que les questions de résilience étaient centrales et que notre dépendance dans le domaine du numérique pouvait nous mettre en zone risque. Et donc, il y a eu beaucoup d'avancées en la matière en Europe, notamment, mais pas seulement. Donc, on a fait une table ronde justement pour rappeler toutes les étapes, tous les caps qui ont été franchis et là où on en est aujourd'hui et les enjeux de demain, notamment sur les données de santé. D'accord. Quelles sont aujourd'hui les difficultés? On a parlé de l'apport de l'humain, on a parlé de l'intelligence artificielle. Quelles sont aujourd'hui les difficultés à combiner cette analyse-là pour rejoindre un peu la thématique d'aujourd'hui? Très concrètement, quelles sont les difficultés à combiner l'analyse humaine et les apports de l'analyse de l'intelligence artificielle, pardon? Déjà, on peut peut-être rappeler ce que l'intelligence artificielle est capable de faire en matière d'analyse. Elle est capable de classer automatiquement l'information, de la trier, de dédoublonner, c'est-à-dire de regrouper des informations similaires et qui traitent d'un même sujet pour faciliter le travail d'analyse humaine, ensuite d'éviter la redondance des informations. Elle est capable, par l'analyse du langage, de détecter des personnes, des marques, des sociétés, des concepts, ce qui permet ensuite de voir quels sont les concepts qui émergent, les nouveaux acteurs qui se positionnent par rapport à tel ou tel sujet sur lequel on est en surveillance. Donc, ce traitement du langage, il va ensuite permettre
d'aller plus loin avec du machine learning pour entraîner des algorithmes, non pas à partir de mots-clés, mais exclusivement de centres d'intérêt en disant au système ce qui est valide ou non valide. Les suggestions vont être de plus en plus personnalisées. Ça, c'est quelque chose que aujourd'hui tout le monde connaît bien avec notamment les plateformes grand public. Et puis, elle va pouvoir, la plateforme et la technologie, automatiser la redistribution des informations mises en forme avec la bonne charte graphique pour faire en sorte que tout ça soit agréable à consulter. Mais ensuite, là où s'arrête l'intelligence artificielle, c'est justement l'interprétation, c'est ce que l'on veut faire de ces informations. Et c'est là que d'avoir une analyse humaine pour mettre soit une mise en perspective, soit une recommandation, ou en complétant les résultats du système automatisé pour extrapoler, pour imaginer une innovation qui pourrait en découler. Là, aujourd'hui, l'humain n'est pas remplaçable, et d'une certaine façon, tant mieux. Ça serait dommage si on laissait la place à l'intelligence artificielle sur la prise de décision. Donc, la créativité, finalement, et le collaboratif reste l'exclusivité aujourd'hui de l'humain et du rôle de l'humain. Mais est-ce que l'intelligence artificielle ne vient pas modifier aujourd'hui les métiers de veilleurs? Et est-ce que dans 10, 5, 20, 30 ans, ce ne sont pas des métiers qui vont quasiment disparaître, même si c'est vrai, là, tu l'as justifié pour dire, au-delà de toutes les analyses, au-delà de toute la transformation, au-delà du fait que l'intelligence artificielle a son rôle à jouer, c'est vrai, l'humain est toujours au cœur, mais est-ce que dans les années à venir, l'intelligence artificielle ne va pas, comme on le voit, ça va très, très vite, ne va pas transformer à 95% les métiers des veilleurs? Alors, c'est déjà le cas, en fait, ça les modifie en faisant un transfert. C'est-à-dire que quand j'évoquais tout à l'heure le fait que le métier allait de plus en plus sur l'accompagnement dans la stratégie, l'aide à la décision auprès des directions, c'est déjà un changement majeur du métier. Modifié dans le sens de la disparition, non? Non, c'est pas une disparition, du moins, c'est la disparition de certaines tâches du métier de veilleur. Ce qui fait que, au final, on peut considérer d'une certaine façon que ce n'est plus le même métier. Mais si on joue pas sur les mots et qu'on regarde sur le terrain, on s'aperçoit qu'en réalité, tout le monde fait de la veille. Donc, ça veut dire que avant, comme c'était très, très technique, il y avait que quelques experts des outils et des techniques qui faisaient de la veille. Mais comme la veille n'a d'intérêt que si elle est utilisée par l'ensemble de l'entreprise au service du quotidien de chaque direction, finalement, il y a un glissement qui fait que tous ceux qui ont besoin de veille deviennent de plus en plus autonomes. Et donc, le métier des veilleurs, c'est plus d'accompagner l'autonomie de l'ensemble des collaborateurs dans la veille, tout en gardant quand même une maîtrise des outils techniques, hein, parce que malgré tout, il y a des bonnes pratiques, il y a des concepts qu'il est important d'acquérir, et 100% des collaborateurs dans une entreprise ne peuvent pas les avoir du jour au lendemain, ou même peuvent les oublier. Donc, d'avoir des référents veille qui ont cette expertise pour la partager régulièrement en interne, ça reste essentiel. Donc, le métier n'est plus le même, et tout ce qui est chronophage à faible valeur ajoutée disparaît progressivement. Et là, il est très clair que l'intelligence artificielle a complètement absorbé les tâches chronophages à faible valeur ajoutée, mais ce n'est que pour libérer du temps justement à l'accompagnement, à la stratégie et à la prise de décision. Donc ça rend le métier plus intéressant et ça le rend accessible à un plus grand nombre.
Donc, l'effet est presque inverse. Juste une anecdote. On a parmi nos clients la Maïf, qui est donc une assurance mutuelle. Et il y a, je crois, 2 ans ou 3 ans, ils ont répondu à une interview de retour d'expérience. Donc, journaliste leur a posé des questions et la formulation du journaliste a été de mettre en avant le fait que la Maïf était heureuse de voir que le nombre de veilleurs avait doublé ces 24 derniers mois et qu'ils avaient la perspective encore de doubler ce réseau dans les deux prochaines années. Et on a eu des échos de personnes qui nous ont dit, mais je ne comprends pas, si vos clients disent qu'ils ont de plus en plus de veilleurs, ça veut dire que en fait, votre système, il fonctionne pas bien. C'est pas normal, les gens ne devraient plus faire de la veille. Donc, ça montre bien que la définition de veilleur, elle a toute son importance. Si on reste sur l'image du métier d'il y a 10 ans, effectivement, d'avoir de plus en plus de veilleurs, c'est un problème. En revanche, ce qu'on entend par veilleur aujourd'hui est générateur de performance, d'agilité. C'est créer de la capacité à innover, à anticiper des risques, à saisir des opportunités et puis à transformer l'information en action. Donc aujourd'hui, quand on parle de résilience et de conduite perpétuelle du changement, de gestion de l'incertitude, plus que jamais, les entreprises ont besoin de faire monter en compétence les collaborateurs sur la veille. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont faire que ça toute la journée. Ça veut dire qu'ils vont avoir cette corde à leur arc pour être encore meilleurs dans les missions qui leur sont confiées et dans l'atteinte des objectifs. D'accord. Alors très concrètement, moi j'ai envie de prendre un exemple. On sait qu'il y a quelques années, on avait de grandes sociétés de téléphonie, telles que Ericsson, Siemens, Nokia et même Motorola, qui étaient un peu les leaders il y a peut-être 10, 15 ans ou même 20 ans peut-être de cela. Et puis, il y a un nouvel acteur qui, on ne sait pas d'où il est venu, qui est venu, c'est Apple avec le iPhone. Et on s'est rendu compte que avec le iPhone, bah, il a tout rajouté. Il a rajouté la photo, il a rajouté la vidéo, il a rajouté les écrits, il a rajouté Internet et tout, les échanges, les mails, l'intranet et tout, il a tout rajouté. Est-ce ça dit que les autres entreprises, parce qu'aujourd'hui, elles n'hésitent carrément pas où elles se sont reconverties. On voit que Kodak, qui était dans tout ce qui est appareil photo et tout, n'a pas pu être constant par rapport à des appareils numériques et tout. On sait qu'aujourd'hui, avec l'iPhone, on fait les autres téléphones, les autres smartphones. Est-ce ça dit que ces entreprises-là non seulement n'ont pas vu venir, Apple, et puis elles n'ont pas fait de la veille? Oui, ce sont un peu des cas d'école, mais souvent on s'aperçoit que c'est pas qu'ils ne l'ont pas vu, c'est qu'ils n'ont pas voulu prendre les décisions qui s'imposaient et qui sont parfois difficiles à prendre. Il y a une tendance quand une entreprise est extrêmement rentable et qu'elle bénéficie d'une certaine assise et notoriété, le risque est toujours de se reposer sur des acquis et d'avoir le sentiment que la poule aux œufs d'or ne s'envolera jamais. Et puis, quand les choses arrivent, il peut y avoir un déni parfois. Et puis, quand une entreprise a atteint une certaine taille, il y a une inertion, il y a plein de freins au changement. Donc tout ça, encore une fois, pour éviter que ça puisse se produire, la formation à l'ensemble des principes liés à la veille, à la création d'une dynamique agile et collaborative, contribue à éviter une certaine sclérose pour faire en sorte que l'organisation soit ce qu'on appelle une entreprise vivante et que il y ait en permanence une capacité, une autonomie dans chacune des équipes à pouvoir capter de l'information, à s'en saisir, à réagir, à proposer des solutions et donc à être en transformation permanente. Si on est sur des schémas très
pyramidaux, hiérarchiques, en silo, et que personne n'est dans une démarche de veille active, effectivement, on va rester droit dans ses bottes jusqu'à arriver dans le mur. Donc, la dynamique de veille telle qu'on entend la veille aujourd'hui, encore une fois, hein, ce n'est pas la même veille qu'il y a 15 ou 20 ans. Exactement. Mettre dans une démarche de veille active son organisation, c'est augmenter les chances d'être en capacité de non pas s'adapter brutalement du jour au lendemain, mais d'avoir des mutations régulières et progressives qui font que finalement le virage il va être pris au fur et à mesure que le marché va évoluer, plutôt que de le prendre en 180 degrés, ce qui est très très difficile, surtout pour une grande entreprise, à la dernière minute. D'accord. On est presque au thème, hein, c'est passé très vite, presque au thème de l'émission. Avant de te laisser conclure, Mickaël, moi, je voulais juste te dire merci. Et franchement, on a beaucoup appris encore ce soir sur les techniques d'éveil, sur l'analyse, sur la veille collaborative, les acteurs, sur la technologie, sur l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle viendra donc pas modifier, mais apporter ce qu'elle peut apporter aux différents veilleurs qui restent toujours le cœur de métier de la veille au niveau de la stratégie. C'est quoi aujourd'hui, avant de te laisser conclure, donc je le disais tantôt, les projets d'avenir de SynUp? Les projets d'avenir, c'est de continuer en permanence à innover. Hein, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que, en tant que promoteur de la veille, on tombe nous-mêmes dans l'écueil de rester figé. Et ça passe par énormément d'interactions et de collaboration. On travaille beaucoup en écosystème et en réseau, donc ça, c'est très nourrissant. Et puis, on a un club utilisateur, on a aussi un groupe de réflexion avec des organisations qui sont assez avancées dans leur démarche pour pouvoir co-construire et réfléchir ensemble à l'évolution des métiers, puisque finalement on se rend compte qu'il y en a plusieurs, des métiers de la veille et de l'intelligence économique. Donc c'est d'être en mouvement permanent et puis de faire en sorte d'imaginer je dirais, ce que l'on ignore aujourd'hui. Il y aura forcément des changements importants encore à l'avenir, même s'il y en a déjà eu beaucoup ces dernières années. Et on ne peut pas forcément tous les prévoir. Et donc, il faut être capable d'identifier les signaux faibles au fur et à mesure qu'ils se présentent et qui se révèlent. Et donc, de continuer à collaborer activement avec les réseaux d'entreprises, avec nos clients, avec des partenaires, et d'aller chercher surtout des environnements divers et variés, parce que c'est en travaillant, en collaborant avec des gens qui viennent vraiment d'univers, d'horizons très différents, que on arrive à bien percevoir les choses. On découvre parfois les meilleures idées à un moment totalement inattendu. Donc ça va être notre sujet, de créer des communautés pour développer ensemble les solutions de demain. D'accord. Ton mot de fin, ta conclusion sur cette thématique? On a beaucoup parlé de formation et de sensibilisation, parce qu'effectivement, on constate tous les jours à quel point c'est le nerf de la guerre. Et donc, déjà, j'en profite pour inviter tout le monde à regarder sur les réseaux sociaux les nombreux webinars que l'on propose, qui ont vocation à la fois à faire des retours d'expérience et à traiter des thèmes précis, puisque il y a une multitude d'aspects quand on parle de gérer l'information. Et donc, on s'arrête régulièrement sur des aspects spécifiques et vous pouvez retrouver à la fois la programmation des prochains webinars, mais aussi consulter tous les webinars passés. Donc, tout ça est sur notre blog et sur les réseaux sociaux. Donc, il ne faut pas hésiter à s'en saisir. On a également mis en place des observatoires qui sont en libre accès via l'appli mobile SynUp. Donc, il suffit de la télécharger et ça donne accès à une dizaine d'observatoires. Donc, c'est une forme de veille un peu clé en main
qui est réalisé par des associations professionnelles qui partagent avec nous leurs études, leurs rapports et leurs publications, et on les retranscrit en version très synthétique et vulgarisée pour les rendre accessibles à des non-spécialistes. Donc ça permet d'avoir une vision un petit peu d'ensemble des grandes transformations. Donc là aussi, n'hésitez pas à vous en saisir. Et donc, oui, le mot de la fin pour moi, il est sur cette curiosité et, pour aller au-delà des aspects techniques. La veille, c'est un état d'esprit, c'est une démarche, c'est une façon de penser, ce sont des réflexes dans le quotidien pour ne pas subir l'information qui s'impose à nous en masse et en volume, au risque de se perdre et puis d'être aussi parfois manipulé de manière ciblée ou non, hein, parce que si on n'a pas une bonne maîtrise, une bonne connaissance de quelles sont les sources d'information, quels sont les types d'informations dont on a besoin, bien finalement, on subit. Donc, j'invite tout le monde à s'emparer de leur système d'information, à prendre les commandes. Et donc, ça passe d'abord par se poser quelques questions essentielles. C'est de quoi j'ai besoin, quelles sont les sources sur lesquelles je souhaite m'appuyer, et surtout de jamais oublier l'esprit critique, qui est aussi un point essentiel, surtout de nos jours. D'accord. Je rappelle donc qu'on recevait Michael Renaud. Le thème d'aujourd'hui, c'est combiner au mieux l'analyse humaine et les apports de l'intelligence artificielle dans une démarche de veille. Michael, on te dit merci. J'espère qu'on se Merci, Alain. retrouvera sur d'autres thématiques qui sont liées à la veille, à l'intelligence économique et aux outils de veille. On te dit merci. On dit merci à toutes les personnes qui nous ont suivis, qui retrouveront cette vidéo. On la remettra sur YouTube. La vidéo, elle va continuer de tourner donc sur Facebook. Et puis, n'hésitez surtout pas à contacter StreamUp. Ils sont partout, ils sont sur tous les réseaux sociaux, ils ont un site internet, ils sont sur LinkedIn, ils sont sur Facebook, ils sont sur YouTube, ils sont sur Twitter. Peut-être que il y a d'autres réseaux que je n'ai pas cités, mais ils sont partout. En tout cas, vous tapez StreamUp, vous les verrez partout. Si vous avez besoin donc de mettre en place un système de veille, vous pouvez les contacter et puis en savoir davantage. Merci à tout le monde et puis on se dit à mardi prochain. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée.